Bonjour à tous, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, nous sommes le mercredi 12 février 2020, c'est l'heure de votre émission Accès Direct. Au programme ce soir, Thérèse Brunisseau, la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry, est avec nous pour parler de son métier. On fera un tour du côté de l'événement Glisse en Cœur, 24 heures de ski et pour la bonne cause. Et Julie Baguenard sera avec nous pour sa chronique bien-être. Focus avec elle ce soir sur la méditation. Mais avant de développer ce joli programme exclusivement féminin ce soir dans Accès Direct, c'est les titres du journal présenté par Victoria Lopez. Salut Clémence. Comment tu vas ? Ça va bien, et toi ? Ça va très bien. Alors, dans le journal ce soir, cap sur les élections municipales du côté de la commune de Valloire. Et oui, tu le sais Clémence, on fait le tour jusqu'à l'échéance du 15 mars prochain. On fait le tour des candidats des communes en Pays de Savoie. Et là, Julie Ségala est allée poser la question aux têtes de liste donc, à Valloire en Maurienne à propos du projet du Club Med qui doit s'implanter dans la station. Donc on verra ça tout à l'heure. À découvrir donc tout à l'heure. Et puis la série de la semaine qui continue, de quoi nous mettre l'eau à la bouche ce soir avec une fabrique de confiture. On reste dans les bocaux, puisque hier on était à Essay-Roman avec une conserverie, mais on parlait plutôt de pâté, de recettes traditionnelles de nos montagnes. Là, ce soir, on verra une fabrique de confiture avec des recettes gourmandes, artisanales. Ça se passe sur les bords du lac Léman à Aix-en-Vez. C'est toujours Jean-Paul Crespi qui nous emmène. À tout à l'heure, Victoria. À tout à l'heure, Clémence. Ma première invitée n'est d'autre que la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry ce soir. Elle s'appelle Thérèse Brunisseau. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Vous avez pris vos fonctions de procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry en mars 2019. Comment s'est passée cette première année ? Alors, elle a été dense, passionnante, fatigante, mais assez exceptionnelle, puisque, en plus, ça a été une année de réformes importantes pour la justice, donc on n'a vraiment pas chômé. Alors, on va revenir sur votre parcours et votre métier avec vous ce soir, mais déjà, on va partir sur une bonne base. Quelle est la fonction du procureur général d'une cour d'appel ? Alors, le procureur général... Ou la procureure. Le procureur général, ce n'est pas le procureur de la République. Le procureur, c'est celui qui dirige les enquêtes de police et de gendarmerie, qui décide si une affaire doit être renvoyée devant le tribunal et qui soutient l'accusation devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Le procureur général, son rôle est assez différent. Avec le premier président, puisqu'on est toujours dans une direction bicéphale, il dirige la cour d'appel qui donc juge en deuxième degré de juridiction les affaires qui ont déjà été jugées par les tribunaux judiciaires. Il contrôle et assure la bonne marche des juridictions du ressort. Et dans la cour d'appel de Chambéry, il y a 5 tribunaux judiciaires. Et puis, enfin, le procureur général est l'autorité hiérarchique des procureurs des 5 tribunaux judiciaires pour ce qui concerne notre cour d'appel. Et donc, il anime et coordonne la politique des 5 procureurs de la République. Rien que ça. Tout ça. Rien que ça. Tout ça à la fois. Alors, avant d'être la procureure générale de la cour d'appel de Chambéry, vous avez occupé les postes de vice-procureur au parquet de Besançon, de procureur de la République à Montbéliard et d'avocat général à la cour d'appel de Grenoble. Vous avez commencé votre carrière aussi en tant que juge d'enfants au tribunal de grande instance de Dijon. Vous avez donc occupé de nombreux postes, je ne les ai pas tous énoncés en plus. Lequel vous va le mieux ? Alors forcément, je vais vous dire l'actuel, puisque c'est vraiment une fonction passionnante et puis une fonction à très haute responsabilité. J'ai beaucoup aimé aussi les fonctions de procureur de la République. J'étais donc effectivement à Montbéliard, parce qu'on est plus proche du terrain, on est en contact direct avec les enquêteurs et en contact permanent avec les enquêteurs. Et puis un procureur de la République, il a une équipe extrêmement proche avec laquelle il travaille en permanence. Mais j'ai beaucoup aimé aussi les fonctions de juge des enfants par lesquelles j'ai commencé. C'était le souhait initial qui était le mien. L'intérêt du métier de magistrat, c'est que c'est un métier multiple et que l'on peut, tout au long d'une carrière, moi je suis magistrat depuis 36 ans maintenant, tout au long d'une carrière, on peut faire en réalité des métiers très très différents les uns des autres. Ce sont des fonctions qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir, sauf qu'à chaque fois, ce sont des qualités d'écoute, des qualités de compréhension et d'analyse, et puis des décisions à prendre, puisque ce qui fait le lot commun de toutes ces fonctions, c'est la prise de décision. Vous avez toujours l'envie, après plus de 30 ans de carrière. Ah oui, mais justement, oui, tout à fait. Et puis la multiplicité de ce métier vraiment fait qu'on peut vieillir
sans s'y ennuyer et sans trouver le temps long. À chaque fois, chaque fois qu'on change de poste, qu'on change de fonction, c'est un renouvellement complet. Donc ça maintient forcément un enthousiasme intact. Sur les 36 procureurs généraux de France, seulement 11 femmes occupent ce poste. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, il y a eu des progrès très importants. 2018, il y avait 15 femmes procureurs générales. Après, c'est un peu le hasard des mutations, puisque en réalité, ça bouge quand même beaucoup. Il y a eu des progrès très, très importants sur la féminisation des hauts postes, des postes de la haute hiérarchie judiciaire, puisqu'entre 2011 et 2018, par exemple, il y a eu un triplement des femmes procureurs générales, si vous voulez. Donc on est vraiment dans une dynamique de progrès très importante sur l'accès des femmes aux fonctions de la haute hiérarchie de la magistrature. Mais c'est assez paradoxal, mais la magistrature n'est pas unique dans ce cas. Le corps des magistrats est à 66% féminin. Donc il y a une très forte majorité de femmes dans ce métier, mais en réalité, jusqu'à 45 ans, elles ont à peu près le même profil de poste et de carrière, de déroulement de carrière que les hommes. Et entre 45 et 49 ans, on voit là une très nette différence avec des hommes qui peu avant 50 ans ou à partir de 50 ans arrivent à des postes à très haute responsabilité, tandis que les femmes les prennent beaucoup moins. Comment vous expliquez cette différence, justement ? Il y a des analyses intéressantes qui sont faites sur les candidatures des femmes, parce qu'on pourrait se dire, après tout, est-ce que c'est le pouvoir qui nomme moins de femmes que d'hommes ? En réalité, les femmes sont beaucoup moins candidates sur ces postes-là que les hommes. Alors, je pense qu'elles n'osent pas. Je crois que d'une façon générale, les femmes doutent beaucoup plus de leurs compétences que ne peuvent douter les hommes, qui, eux, sont souvent convaincus, très jeunes d'ailleurs, qu'ils auront les compétences pour faire une très belle carrière. Je pense que les femmes doutent davantage d'elles-mêmes. Elles ont un savoir-faire qui est évidemment équivalent à celui des hommes. Elles sont un peu moins bonnes souvent dans le faire savoir, c'est-à-dire qu'elles mettent souvent moins en valeur leurs compétences et elles hésitent. Plus discrètes, et puis surtout, les femmes ont souvent la conviction qu'il suffit d'être compétentes, elles sont souvent très compétentes, et puis que si elles sont compétentes, eh bien, on les remarquera et on viendra les chercher. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, c'est pour ça que je vous disais qu'elles sont moins bonnes parfois dans le faire savoir, elles ne se valorisent pas forcément. Donc il faut oser y aller parce qu'on a vraiment exactement les mêmes compétences que les hommes. Qu'est-ce que cela change pour vous d'être une femme avec cette casquette de procureur général ? Alors rien, puisque de toute façon, la fonction est habitée de la même façon, et qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Donc même dans les autres fonctions de magistrat que j'ai pu exercer, le fait d'être un homme ou d'être une femme ne change rien. Ça peut changer dans l'image de la fonction. Et ça peut changer dans l'image de la fonction pour le justiciable. Par exemple, on entend souvent à propos des juges aux affaires familiales, par exemple, qui décident des divorces ou des situations de séparation. Souvent, les justiciables ont le sentiment que si le juge est du même sexe qu'eux, les choses vont plutôt bien se dérouler. En réalité, c'est totalement faux, si vous voulez. Mais il est important, en tout cas, et nous, on y tient. La première présidente est une femme aussi, de la Cour d'appel. Toutes les deux, on a vraiment la volonté de maintenir une mixité. Ce qui est important, c'est la mixité, si vous voulez. Il ne faut pas non plus que les femmes deviennent majoritaires en tout. Il est important. Positive, non. Il faut l'enlever. Non, alors là, je n'y crois pas du tout, j'y suis pas du tout favorable, mais il faut une mixité parce qu'on ne raisonne pas forcément de la même façon, on a les mêmes compétences et on raisonne de la même façon sur le plan juridique, mais on peut aussi avoir des raisonnements qui sont extrêmement complémentaires. Et en tout cas, dans l'image que ça peut donner de la justice aux justiciables, il est important que cette mixité existe. Vous êtes en charge de 5 parquets répartis sur les 2 départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. À quoi ressemblent vos journées ? Alors, je suis en charge, pas vraiment en charge, puisqu'en réalité, chaque parquet a un procureur de la République à sa tête. Donc, c'est le procureur de la République qui décide des suites à donner aux affaires. C'est lui qui est vraiment en première ligne, si vous voulez, sur le traitement quotidien de l'action publique. C'est ça, son rôle. Moi, mon rôle, c'est pas de traiter des affaires, sauf quand je vais à l'audience ou au 2e degré ou en cour d'assises. Une journée type de procureur général, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Je passe beaucoup de temps dans l'étude, évidemment, des
des réformes, des nouvelles lois, de tout ce qui nous arrive du ministère, hein, comme littérature, et elle est très très abondante. Je passe beaucoup de temps en réunion d'animation, en réunion d'harmonisation, ou avec les procureurs de la République, ou avec des services de police ou de gendarmerie. Beaucoup de réunions aussi de pilotage, par exemple une réunion de pilotage des extractions judiciaires, parce qu'on a un certain nombre de difficultés. Donc souvent des réunions qui sont avec des partenaires multiples, pas uniquement des réunions de magistrats, mais des réunions avec des administrations. Voilà. Donc surtout un rôle d'animation, de coordination. Selon vous, les effectifs de ces 5 parquets sont suffisants? Alors, les parquets sont tous les 5 au complet. Donc les postes de magistrats sont tous pourvus. Et au niveau national maintenant, d'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour les parquets, mais c'est vrai aussi pour les magistrats du siège, on est au niveau national à un taux de vacance de poste qui est inférieur à 1%, donc quasiment rien, si vous voulez. Et Donc, pourtant, on parle d'une justice malade. Non, au niveau des magistrats, ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Enfin, c'est très récent. En revanche, là où on a un vrai problème, c'est au niveau du greffe. Et un magistrat sans greffier, il n'est rien. Vous pouvez nous rappeler le greffier? Alors, le greffier, ce n'est pas le secrétaire. Hein. Le greffier, c'est celui qui authentifie tous les actes du magistrat. Et une audience ne peut pas se tenir sans greffier. C'est illégal. Donc les greffiers sont absolument indispensables et c'est eux qui font tout le travail de préparation des dossiers, qui font tout le travail de convocation et qui font tout le travail de mise en forme des décisions et d'authentification des décisions. Et on a un véritable déficit au niveau des personnels de greffe. Au niveau national, on est à peu près à 7% de postes vacants. Et au niveau de la Cour d'appel de Chambéry, on a un nombre de postes vacants important et en plus des arrêts maladie assez nombreux aussi, qui sont la preuve que les vacances de poste entraînent aussi de la souffrance au travail. Parce qu'il y a une surcharge très très importante pour les greffiers. Donc oui, la justice est malade du manque de moyens en greffiers et personnel de greffe et fonctionnaires. Il y a des dossiers aussi qui s'accumulent sans qu'on puisse vraiment les traiter. Alors, on arrive à tout traiter. En tout cas, on s'efforce de tout traiter. Évidemment, quand il y a une surcharge, les délais ne sont plus les mêmes. Et nous sommes actuellement, en plus, très impactés par la grève des avocats. Ben justement, vous me parlez de la grève des avocats, je vais rebondir là-dessus. On l'a vu ces dernières semaines, on en a entendu parler de cette grève des avocats. On a même vu des images d'avocats qui jetaient leur robe au pied de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Quel est votre sentiment face à cette colère? Alors, le combat des avocats, ce n'est pas le combat de l'institution judiciaire. Donc, ils défendent leurs intérêts professionnels, c'est leur droit, mais ce n'est pas le combat de l'institution judiciaire, il ne faut pas mélanger les choses. Cette grève nous met dans une situation extrêmement difficile et met à la fois les magistrats et le personnel de greffe, qui est déjà en souffrance, comme je viens de vous le dire, en très très grande difficulté. Pour les 5 tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d'appel et pour la juridiction Cour d'appel, on en est donc à la 6e semaine de grève, on en est à 3500 dossiers renvoyés. C'est énorme. C'est énorme. On ne sait absolument pas comment on pourra résorber cela. Les premières victimes, ce sont évidemment les justiciables qui attendent que leur affaire puisse être jugée. Certaines affaires sont renvoyées d'ores et déjà en 2021 et nous sommes sur la Cour d'appel de Chambéry, en tout cas sur le ressort, dans une situation qui est un peu moins critique qu'elle ne peut l'être ailleurs. Alors on a pu tenir notre session de cour d'assises, c'est une bonne chose. Ici, les avocats n'ont pas on n'a pas constaté de dérapages comportementaux comme on a pu le constater ailleurs. C'est une bonne chose aussi. Mais cette grève qui dure, qui est très très longue, moi c'est la première grève aussi longue d'avocats que je vois en 36 ans de fonction, met vraiment à mal l'institution judiciaire et les personnels de grève sont à bout là. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Thérèse Brunisseau d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous laisse regagner la régie. Au revoir. Merci beaucoup. Mes 2 prochaines invités ont à cœur de vous convaincre de venir skier pour la bonne cause au Grand Bornand. Félicie Petit et Isabelle Pochat-Cotillou. Bonjour. Alors, on me dit que vous avez besoin d'un petit micro. Merci.
Le voilà, comme ça on vous entendra mieux. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour nous parler de la 13e édition de Glisse en Cœur. Alors, je représente l'événement si jamais il y a encore besoin de présenter Glisse en Cœur. Glisse en Cœur, c'est donc 24 heures de ski non-stop en équipe dont les dons sont intégralement reversés à une association. L'an dernier, 150 équipes ont répondu présentes et ont contribué à récolter 621 402 € au profit des associations Grégory Le Marchal et Étoile des Neiges. Il faut faire mieux cette année. Il faut faire au moins 500 000 €. C'est le barème. Tout à fait, c'est le challenge que nous nous sommes fixés cette année, qui est déjà un très beau challenge. Vous êtes d'accord ? Ah oui, chaque année, les associations, c'est un petit défi, en fait, d'être choisi association de l'année. Et parmi les défis, bien, au-delà de la mobilisation et de consacrer beaucoup de mois à l'événement Glisse en Cœur, eh bien, il y a ce défi de fixer, c'est l'association qui se fixe le montant des dons et essayer de le dépasser. Alors, l'association, cette année, c'est MEO, Mon École Extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors MEO est basé à Annecy-le-Vieux, c'est déjà très intéressant puisque c'est une association locale, d'où l'intérêt aussi d'avoir cet événement local au Grand Bornand pour l'association MEO. MEO, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Eh bien, c'est surtout ces enfants qui sont extraordinaires, les enfants que nous accueillons. Parce que ce sont des enfants qui sont souvent en marge d'un système scolaire, qui ont connu une rupture dans leur parcours, due à des difficultés d'adaptation, des difficultés de comportement, des difficultés dans les apprentissages. C'est très varié. Tout à fait. Ce sont des enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire de l'autisme, des troubles des apprentissages, des troubles d'attention avec ou sans hyperactivité, des hauts potentiels. En tout cas, voilà, ces particularités ont mené à des difficultés et à une rupture dans leur parcours scolaire. Donc aujourd'hui, il y a un chiffre quand même qui est très très important à noter. On parle de 20% d'enfants avec autisme qui sont scolarisés. Ça veut dire, quand on lit les choses dans l'autre sens, que 80% ne le sont pas. Et ça fait peur. Ça fait peur. Alors, les choses changent lentement, mais sûrement. On l'a vu hier, c'était une journée très importante au niveau du handicap, avec beaucoup de choses qui ont été mises en avant, proposées pour que les choses avancent, que les choses changent. Mais les associations comme les nôtres ont besoin de se mettre en action pour faire un petit peu l'entre-deux, le joint entre l'école ordinaire qui va devenir inclusive, nous y croyons, mais il est hors de question que les enfants soient dans la rue en attendant que l'école soit réellement inclusive. C'est pour ça que MEO existe. Nous avons aujourd'hui 55 enfants qui sont scolarisés à MEO et qui ont une prise en charge pluridisciplinaire, donc tant au niveau des apprentissages, donc éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, puisque ce sont des enfants qui ont tous ces besoins et cette approche pluridisciplinaire parce qu'ils ont des besoins particuliers à tous ces niveaux-là. Et tous les enfants, de toute façon, ont besoin de tous ces niveaux d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des parrains cette année de Glisse en Cœur ? La force de Glisse en Cœur, c'est que les années se suivent. Le concept est toujours le même. En revanche, chaque année, en choisissant une nouvelle association, eh bien, on a des personnalités qui se joignent à nous. Et cette année, on a notre parrain, Stéphane Thébault, je veux absolument le souligner, qui est là depuis la première édition, présentateur Maison France 5, fidèle. Cette année, eh bien, on aura effectivement un artiste, Yannick Noah, qui sera là. Vous savez que durant 24 heures, ce sont des concerts de groupes locaux, régionaux, une tête d'affiche. Donc Yannick Noah, ce sera à 20 h le samedi soir. Nous auront aussi des sportifs, nous aurons aussi des journalistes, nous aurons aussi, je crois, pas mal de gens qui ont envie un moment de contribuer à l'événement et de faire que cet événement soit très populaire, oui, tout simplement. Alors Yannick Noah, pieds nus dans la neige au Grand Bornand, c'est le défi ou... Ouais, c'est un des défis parce qu'il arrive avec plein d'enthousiasme, de soutien à l'association MEO, l'envie aussi de cette expérience un peu particulière, de jouer sur une scène qui est au pied des pistes. On voit le télésiège du Charmieux, durant lesquels les 150 équipes et 1500 donc, compétiteurs vont relever le défi de 24 heures non-stop quand même, faut pas s'arrêter. Et puis durant ces 24 heures, on va parler de l'association, on va passer des moments extraordinaires. Un petit scoop, juste pour vous. Allez. Mais durant l'après-midi, avant le concert, pendant la balance de Yannick Noah, il y aura 2 très belles chansons interprétées par les enfants de MEO et Yannick Noah. Ça va être magnifique, ça. Superbe. Quelles sont les nouveautés pour cette 13e édition ?
On aura déjà, je crois, une nouveauté qui est importante, c'est que vous savez que le défi sportif, c'est 24 heures non-stop et on crée maintenant de l'animation parce que monter une équipe à glisse en cœur, c'est une sacrée dose d'engagement. Tenir 24 heures, il faut être solide, il faut bien s'organiser, il faut assurer les relais correctement, il faut vivre pleinement ces 24 heures. Et du coup, pendant 24 heures, on va faire vivre aux équipes des moments un petit peu magiques sur les pistes. Alors bien sûr, on aura une descente aux torches, mais on aura aussi des parcours ludiques sur les pistes. On peut aussi soutenir du méo en faisant du ski, mais en s'amusant. C'est l'objet, donc on travaille beaucoup sur ce volet-là. Donc ouais, ça va être un chouette moment pour les équipes en tout cas. Combien d'équipes se sont déjà inscrites? Alors, au moment où je vous combien de dons parle, récoltés? Alors, on est actuellement à 130 équipes. L'objectif, c'est de dépasser 150 équipes. On ne veut pas non plus aller trop au-delà, parce qu'on sait que c'est le bon format pour l'événement. 130 équipes qui ont commencé à s'inscrire au mois de novembre. Les inscriptions vont se clôturer dans peu de temps. En revanche, ce qui est pleinement lancé, c'est la course aux dons. Parce que la course aux dons, on l'a démarrée il y a quelques mois. Elle commence doucement au départ. Et ça y est, chaque équipe se mobilise. Je crois qu'on est à peu près à 40 000 déjà. 50, c'est combien? 53 déjà. À midi. Il faut savoir que le compteur, il bouge en permanence. Et demain matin, vous serez à 60. Donc voilà, ce qui est important pour tout le monde, c'est qu'on peut soutenir une équipe, on peut soutenir MEO tout simplement en allant faire un don sur une équipe, sur le site Glisse en Cœur. Le don va directement à l'association MEO. On reçoit son reçu fiscal directement en ligne. On soutient l'équipe, ça encourage l'équipe de récolter des dons. Et puis, ça permet de faire tourner le compteur de dons général. Et c'est comme ça qu'on arrive à 608 000 €. Alors très précisément, les deux associations ont terminé à 640 000. Alors, je rappelle les dates, 20, 21 et 22 mars. C'est bien ça. On vous donne tous rendez-vous, bien sûr, pour Glisse en Cœur. Merci à vous deux. On vous souhaite un très, très bel événement et que ces dons soient à la hauteur de la cause qu'ils vont servir. Merci cette année. Clémence. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. On passe à notre chronique bien-être avec la rayonnante Julie Baguenard. Bonjour, merci. Je t'en prie, installe-toi. Tu connais très bien notre magnifique canapé bleu. Alors, dans cette nouvelle chronique, on va s'intéresser à la méditation. On commence par une petite définition. Oui, alors la méditation. Attends, il faut que je prenne mon texte parce que je connais pas par Vas-y, je cœur. t'en prie. Donc, c'est une pratique mentale et spirituelle qui favorise le lâcher-prise en calmant les pensées. Donc, bon, la méditation, tu sais que j'aime bien un peu démocratiser les choses. Donc, c'est quelque chose que tu vois un petit peu dans la religion bouddhiste. Ouais. Et puis qui est apparu en fait dans ce qu'on appelle les Yoga Sutras, en fait, qui sont des textes créateurs du yoga. En gros, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, dans ces textes sacrés, donc on parle du yoga en général, on parle des postures qu'on fait beaucoup, mais aussi de la méditation. Donc c'est un petit peu un mélange entre l'Inde et le yoga et le bouddhisme. Et en fait, la méditation, il y a vraiment un Américain qui l'a démocratisée, qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Bravo, bonne Voilà. prononciation. Et en fait, c'est dans les années 70 vraiment que ça a commencé à se développer. En fait, il vient du MIT, en fait, c'est un peu l'université du Massachusetts. Et ce professeur, il a développé un programme de 8 semaines. Donc c'est assez protocolaire, ça s'appelle le MSBR. Donc pareil, je vais prendre ma petite fiche pour ne pas écorner le nom. C'est le Mindfulness Based Stress Reduction. Superbe, Attention. anglais. Et donc ça, lui, il a voulu vraiment rendre la méditation, ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, la rendre plus pratique et plus laïque, plus accessible. Parce que ça paraît un petit peu mystique, tu vois, dans les temples, etc. Donc lui, en fait, il m'a mis un programme sur 8 semaines en place. Et donc du coup, il y a des gens qui ont été formés et tu peux assister aussi pendant 8 semaines. Donc, en fait, tu as des moments où c'est de la méditation immobile, où des fois, tu peux marcher en pleine nature. Tu vas aussi observer des objets, comme par exemple, ce qui est assez connu, c'est que les patients, ils observent un grain de raisin, etc. Donc, c'est un programme... Il le mange après ou pas? Oui, en fait, c'est observation par un petit peu tous les sens, on va dire. Donc, en fait, Jon Kabat-Zinn, il a vraiment démocratisé ça. C'est un grand homme, c'est très intéressant. Donc, il y a un petit livre. Moi, ça fait 8 ans que je l'ai, en fait, celui-là. Et on se rend compte que, du coup, c'était déjà développé il y a une dizaine d'années. Donc, j'avais d'ailleurs lu et j'avais marqué des passages. Mais en tout cas, il a vraiment un peu révolutionné la vision qu'on avait de la pleine conscience et de la méditation.
Et est-ce que cette méthode a des répercussions médicales? Oui, alors il y a des répercussions au niveau du mental. Il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité, en fait, c'est quand tu entraînes le cerveau, ça peut l'influer. Et petit à petit, en fait, les médecins ont commencé à s'intéresser, du coup, avec tout le travail qu'avait fait cet homme, aux répercussions justement que ça pouvait avoir. Et ils ont vraiment fait des études, et donc ça prouve que ça a réduit l'anxiété. Mais ça peut aussi aider à réduire la douleur. Pas la douleur en elle-même, mais vraiment dans l'anticipation au niveau de l'esprit. Voilà, bon, après, c'est pareil, hein, il faut travailler, etc. Mais dans des hôpitaux, ça commence vraiment à rentrer. Et il y a des groupes. C'est une sorte de médecine alternative? Exactement. Enfin, et du coup, quand on regarde plein de reportages, maintenant, ils ne parlent plus de médecine alternative. En fait, les médecins, ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs. Et voilà, il y a plein de témoignages qui disent que ça réduit l'anxiété, que vraiment ça aide à surmonter la dépression, parce que par exemple, qu'on arrête des médicaments ou des choses comme ça, on essaye vraiment de reprendre petit à petit pas là-dessus, enfin le pas sur le bien-être, on va dire. Et après, il y a aussi même donc au niveau de la douleur et au niveau des inflammations, parce que l'inflammation corporelle, au final, ça va être à l'origine de développement de maladies. Donc après, il y a encore des études qui restent à faire. J'ai l'impression que c'est une recette miracle. Oui, alors après, attention, moi je ne suis pas médecin, hein, donc je vous présente les choses, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et puis on se rend compte que de toute manière, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Enfin, on va en parler maintenant, mais sur Annecy ou la région, tu as plein de studios donc, où on fait du yoga, etc. Mais il y a de plus en plus de gens qui proposent donc, ce programme sur 8 semaines. Sur 8 semaines, oui. Voilà. Ou même des séances où tu vas méditer pendant 1 heure. C'est ouvert à tous? Ouais, c'est ouvert à tous. Du moment qu'on tu soit un petit peu curieux et ouvert Oui, ouais. d'esprit Ouais, à la ouais. méditation. Oui, après, il ne faut vraiment pas le voir comme quelque chose d'ésotérique non plus, parce que ça permet beaucoup chaque jour vraiment de lâcher prise. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Mais oui, moi je fais de la méditation 5 minutes par jour » et il y a des études qui montrent que si tu en fais un petit peu chaque jour, ça t'aide vraiment à avancer un petit peu. Mais c'est une méditation qui est intéressante parce que c'est pour trouver du bien-être, mais ça travaille aussi ton cerveau, c'est prouvé. Voilà. Et puis la méditation et le sport vont ensemble aussi. Tu as rencontré un parfait exemple. Oui, alors moi je voulais pour cette chronique justement faire un parallèle dans la vie de tous les jours. Et du coup j'ai pris le temps avec Stéphane Toureau. Donc merci à lui parce qu'il a pris du temps avec moi. En fait c'était champion d'apnée. Champion d'apnée, ouais. Et il habite sur Annecy. Et du coup, je l'avais déjà vu dans des conférences qui parlaient de la méditation, etc. Et quand on s'est rencontrés, c'est qu'il a bien développé le fait que ça l'aidait beaucoup. En fait, lui, il est passé à l'apnée quand il était très jeune. Il me dit, moi, je ne rentrais pas dans les cases. J'avais besoin d'une espèce de soupape de décompression. Et en fait, il s'est mis à l'apnée comme ça. C'était son moment à lui. Il pouvait maîtriser son corps. Et du coup, il a beaucoup, beaucoup progressé. Et du coup, quand tu progresses, tu vas en compétition. Et là, justement, il a fait face à lui-même, à des difficultés de stress, etc. Et il a commencé à s'intéresser à la méditation. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en apnée, tu es tout seul. Mais quand tu te prépares à la corde, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Donc moi, je lui ai dit, mais du coup, c'est un petit peu contradictoire. Et il m'a dit, du coup, je le prends comme un jeu. Et moi, la méditation, donc du coup, ça m'a aidé pour le stress. Et ça m'a aidé aussi beaucoup à ce qu'il appelle la narcose. En fait, la narcose, j'ai aussi regardé des définitions, mais en fait, il m'a expliqué c'est l'ivresse des profondeurs. En fait, quand tu dépasses une centaine de mètres, ton corps, il commence à avoir un petit peu des réactions dues C'est pas notre milieu naturel. Ouais, voilà. Pardon ? C'est pas notre milieu naturel, donc le corps réagit effectivement de façon très différente. Et tu as les pensées aussi. Et il m'a dit, il y a les pensées qui commencent à vraiment se mettre en marche. Et ça m'a permis de combattre la narcose. Et il m'a dit, grâce à ça, à tout ce qui est méditation, etc., j'ai gagné 6 mètres, ce qui est énorme en fait en apnée. Et voilà. On passe à l'événement. Il y a un dernier événement dont tu devais nous en parler. Oui, alors il y a plusieurs événements. Donc du coup, en fait, Stéphane, lui, il fait des coachings, mais je sais qu'il fait un stage d'apnée sur Genève, là où il va parler aussi de la méditation. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a son site internet, c'est stéphane-toureau.fr. Et ensuite, je voulais vous parler, le premier festival de yoga de cette année qui est sur Chambéry. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est sur don.
Je pense qu'il faut soutenir en fait toutes les profs qui participent à des choses comme ça, parce qu'on sait que voilà, c'est pas facile de les aider. C'est important, et surtout que là c'est sur don. Donc allez-y, c'est à Chambéry et c'est ce week-end. Et il y a des ciné-méditations, tu vois. C'est pas mal. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air assez complet. Voilà. Merci beaucoup Julie pour De rien. cette chronique bien-être. À bientôt À pour bientôt. une nouvelle chronique. Ouais. Vous restez avec moi dans quelques instants. C'est le journal présenté par Victoria Lopez. Ce sont nos premiers interlocuteurs dans nos villes, villages et stations.